Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous en cette matinée du 8 octobre 2021. Il est 9 h et nous serons ensemble jusqu'à 10 h 30. Ce matin, nous allons nous intéresser à l'agriculture et ce sera donc à travers un projet, à travers une entreprise avec laquelle nous allons faire connaissance. Nous parlerons également de la 18e édition du salon Bati West. Ce matin également, Kenzan Chal sera parmi nous dans sa rubrique association. Nous reviendrons en sa compagnie à l'actualité associative. Elle sera donc en compagnie de ses invités Agir, eux qui ont donc lancé une plateforme, une télévision web. Et aussi en compagnie donc Registre Santé, comme chaque vendredi en compagnie de Fathi Benache, nous allons nous intéresser aux enfants, cette fois-ci particulièrement à l'hygiène bucco-dentaire, mais dans les milieux scolaires. Aussi, le mois d'octobre, vous savez, c'est un mois où se sont produits l'un des plus grands massacres du XXe siècle, même l'un des plus grands crimes contre l'humanité du XXe siècle. Il s'agit des événements du 17 octobre 1961. Ça s'est passé donc à Paris, en France, et nous en parlons ce matin donc en compagnie de Amir Nebesh, lui, qui va donc consacrer son émission ciné-thématique à la thématique donc de l'immigration. Voilà pour le menu de ce matin, mais avant cela, on vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Les nouvelles du ciel, c'est tout de suite en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? On veut dans cache humidité? Non. Ça va. Il a fait un petit peu frais par contre. Il a fait un petit peu. Ça Ouais. commence à se rafraîchir. Ça commence à se rafraîchir. On sort avec les gilets, les petites vestes. Voilà, les petites vestes, le soir aussi. On commence Oui. à faire sortir les petites couvertures, les petites plaids. Exactement. N'est-ce pas? Moi, la couverture ne m'a pas... Enfin... Non, je le dis pas. Ouais, bon. Non. Moi, c'est Je déjà n'ai rien fait. dit. Bon, moi, c'est déjà fait. La couette est déjà sortie depuis déjà quelques Elle n'est jours. même pas rentrée, la mienne. Bon, voilà, la télé n'est même pas rentrée, exactement. Parce qu'il faut dire que Mina garde sa couette même le mois d'août. Hein, Oui. mine de rien. Bah oui, je suis Voilà. très frileuse. Très. Voilà. Donc, ça se rafraîchit. Oui, doucement mais sûrement. Doucement, mais sûrement. De toute façon, c'est la saison. C'est la saison. Voilà, Tout c'est à la fait. saison C'est pour- la saison. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. On y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous et très bon réveil. Et un petit peu moins d'humidité par rapport à la semaine dernière sur l'ensemble des régions côtières. De la brume par contre. Vers les côtes ouest avec un ciel plutôt dégagé en journée, peu nuageux sur le centre, nuageux en revanche vers la partie est, notamment vers les côtes avec quelques pluies en journée. Sur les régions intérieures, on notera quelques petits nuages, mais pas grand chose à partir de l'après-midi. Et puis un ciel dégagé sur le Nord Sahara, la Saoura, les oasis ou encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 25 degrés à Annaba ainsi qu'à Constantine, 28 Tizi Ouzou à Alger, 29 degrés à Oran, 27 à Chlef, Rizen et Tiaret. Sur les régions sahariennes, on notera 30 degrés à Simsor, 35 degrés à Ilizi, 33 à Janet, 32 degrés à Tanrasset et enfin la maximale atteindra les 42 degrés à Dalar. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer agitée à l'est du pays, calme un peu agitée sur la partie ouest et centre, avec des vents entre 20 et 30 km/h sur le centre et l'est et entre 20 et 40 km/h vers la partie ouest. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Un ciel dégagé à Tripoli et N'Djamena, peu nuageux à Niamey, dégagé au Caire et puis côté Mercure, on notera 29 degrés à Niamey, 39 à Niamey ainsi qu'à N'Djamena, 41 degrés à Khartoum, 31 degrés à Caire et enfin 28 degrés à Tripoli. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Finalement, ça se rafraîchit un peu partout dans le monde. Hein, Ça se Mina. rafraîchit, oui, Ça se rafraîchit un peu. mais Voilà. sûrement. Doucement, mais sûrement. De toute façon, c'est la saison. C'est la saison. Donc voilà, le passage de l'été à Tout l'automne. à fait. Pas de patience. Mais Pas de on patience. commence à le ressentir. On commence à le ressentir. Voilà, effectivement. Donc déjà, moins d'humidité, c'est déjà pas mal. Moins d'humidité, un Voilà. peu plus de fraîcheur. Un peu plus de fraîcheur. Ouais. Voilà, effectivement. Mina, Oui. c'est quoi ton rapport avec les oiseaux? Rapport de loin. Rapport de loin. Mais on aime bien les oiseaux. Hein. Oui. Quand j'étais petite, on avait à la maison, mais bon, plus maintenant. Dans des cages? Écoutez, ouais.
Malheureusement, oui. Voilà, C'est donc pour ça que- maintenant, C'est pour ça que je t'ai dit plus maintenant. plus maintenant. Voilà. Voilà. Donc on donne la liberté aux oiseaux. Bien sûr. Alors tu te demandes pourquoi je te pose cette question, peut-être? Pourquoi? Mais c'est vrai que c'est une très très bonne question. Voilà, C'est- pourquoi je te demande cette question? Je t'ai jamais posé cette question. Oui, mais finalement. justement, Voilà. c'est très bizarre. C'est très bizarre. Eh bien, je te pose cette question parce que tout simplement, Amal Almi nous a choisi une très belle image. Ça sera l'image du jour. Hâte de la voir. Voilà, l'image du jour. Donc là, on va voir un oiseau. Oula. Et voilà, un oiseau qui n'a pas, qui fait pas la taille de C'est même plus pas d'un un pouce. oiseau. Voilà. Alors, il s'agit du colibri abeille. Alors pourquoi? Alors le colibri, on connaît, c'est un Oui. oiseau quand même assez imposant. Hein. Enfin, c'est imposant. Par Voilà, rapport à d'ailleurs, on lui, le voit oui. ici. Et donc le colibri, donc c'est un oiseau quand même d'une taille importante. Mais le colibri abeille, on l'a appelé ainsi parce que tout simplement, il est de très 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 petite taille. Il ne Taille d'une dépasse pas les 5 cm. Ah oui, c'est Il vraiment ne pèse petit. pas plus de 2 grammes. Et il pond des œufs qui c'est ont vraiment particulièrement à peu près la taille d'un grain de café. Voilà. Donc Ah on oui, les voit, carrément. on voit ces œufs. Et Ouais, voilà. mais- C'est tout mignon, hein? Si, il est trop beau. Hein. Voilà, Il est c'est beau. tout mignon, mais au fait, moi, parce que la nature, de toute façon, n'arrête pas de nous impressionner. Exactement. Il faut dire que quand même, on n'a pas encore décelé tous les secrets de la nature, Tout à et fait. on n'a pas encore finalement répertorié toutes les espèces de la nature. Exactement. Mais quand Mais est-ce tu vois qu'on ce le genre de fera un photos, jour? Ça, c'est- ouais. Est-ce qu'on le fera un jour? Et puis avec le réchauffement climatique, avec tous les animaux qui sont menacés de disparition, Exactement. avec les animaux qui ont déjà disparu, etc. Mais en fait, moi, quand je vois ce genre de photos, ce qui m'inspire, ce qui m'importe le plus, ce qui m'impressionne le plus, ce sont les photographes. Oui. Parce qu'il faut avoir quand même une très grande patience Très très grand. et il faut être patient et passionné. Exactement. Finalement, pour Prendre pouvoir, la photo là au bon moment, au bon moment. c'est pas évident. Au bon moment. C'est pas évident. Voilà, donc c'était l'image du jour. On remercie Amal Almi Merci. pour ce magnifique choix. Donc les oiseaux, c'est pas fait pour les cages, n'est-ce pas? Et non, non, non. Voilà, c'est pas fait Du pour tout. les cages, particulièrement les matinées printanières. Ah oui, Ça il nous faut les enchante laisser quand en même, liberté. ça nous enchante quand même. Ouais, ouais. Voilà donc pour l'image du jour. Mina, merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du Avec midi, plaisir. après celui de 19h. Et demain. demain, à partir de 9h. Oui. Toujours un plaisir, Mina. Voilà. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Allez, bonne journée Merci. à toi. On t'offre une très belle chanson qui a été choisie par notre script, donc Raya. Il s'agit donc du groupe Day Meryouma et on se retrouve juste après. كلاكات وخرجت فوقيها أجمعيا كوارطين وإذا تحبينا في زهرة في زيك ماريا ديك طلت لمي ما وش بيك يا وليد ليك ليك تفلح بيك مريوم
Et voilà, c'était donc le groupe Day qui nous a interprété la chanson de Meriouma et Docteur Fathi Benachnou. Et parmi nous ce matin, bonjour docteur. Bonjour, Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et vous, en vous voyant, vous êtes rayonnante, Merci, donc merci, on est docteur, toujours merci. en forme. Merci. Moi, les couleurs, ça me fait du bien, ça remonte le moral. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? De celui qui les voit, pas celui qui les porte. Même celui qui les porte aussi. Hein. Même celui qui les porte. Hein. Je porte beaucoup de roses en ce moment. Ah. Même quand je dis pas du rose uni, je cherche toujours à ce qu'il y ait du rose quelque part. Oui, Ah, c'est le mois mais rose. on sait que C'est vous- le mois rose. On sait que vous êtes artiste, que vous savez non, ça n'a marier. rien à voir. Non, si C'est- ça a à voir, marier des couleurs, c'est la plus belle des... C'est la fonction fondamentale des artistes. C'est pas, j'aime pas le mot manier des couleurs, marier Marier des des couleurs. couleurs, Et marier ça, des c'est les couleurs. artistes qui sont... Ils ont cette sensibilité. Effectivement, ils ont cette sensibilité. Alors aujourd'hui, on va pas voir beaucoup de couleurs, on va voir que du blanc finalement, parce qu'on va parler de dents, on va parler de dentition, on va parler de comment protéger ses dents. Et ça commence donc très jeune déjà, dès qu'on a les premières dents. Parce que c'est vraiment la première question qu'on pose, à quel moment on doit commencer à se brosser les dents. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'hygiène bucco-dentaire. Alors, pour faire le lien avec les couleurs, on a des dents blanches. Voilà. Et c'est important. Et on a une dentition. Je crois qu'un des appareils les plus importants du corps humain, à chaque fois qu'on s'intéresse à un appareil digestif ou un appareil respiratoire, on dit que c'est le plus important parce que c'est un miracle. Les dents, c'est la première et fondamentale étape du système digestif parce qu'ils nous permettent de mâcher. Ensuite, c'est un instrument merveilleux. Vous voyez qu'il y a des dents, mais des dents, chaque dent a un rôle bien précis pour découper, et surtout, il y a un travail progressif. On découpe et on envoie le bol alimentaire vers l'arrière qui va subir une pression, un broyage de ce qu'on met dans. Et tenez-vous bien, la pression de la bouche pour écraser, pour broyer de la dentition, c'est une pression énorme par rapport à cet endroit qui est plus ou moins petit. Deuxièmement, les dents, et là je reviens, moi c'est mon vade-mecum. C'est, je ne dirais pas ma Bible parce que je ne suis pas la Bible, mais c'est mon vade-mecum. C'est un instrument merveilleux du système national de santé parce qu'il y a tout. On avait expliqué sur les Pour ce qui est des vaccinations. vaccins, effectivement. On a le développement psychomoteur et est-ce qu'on peut le voir, Oui, bien sûr. montrer? Et on a également la dentition, ce qu'on appelle la dentition, le système dentaire. Sur une page à gauche, elle répond à la question que vous avez posée, l'apparition des dents. Il y a les dents de lait et les dents permanentes. Là, je crois qu'il faut prendre connaissance à quel mois apparaissent les premières dents. Deuxièmement, en bas du papier, de la page, il y a à quel âge on doit commencer à brosser les dents. À 15 mois, cher ami. À 15 mois. Attention. Donc l'apparition des ça, premières c'est dents. Des premières dents. Ça, c'est un document officiel du système national de santé, en bas à partir de 15 mois. Attention. Et à gauche, vous avez des chiffres. C'est la date d'apparition des dents, des premières dents de lait. Et en bas, beaucoup plus âgé. Vous voyez, vous avez l'information. Donc, pourquoi réformer ça? Ça, c'est important. Comment dirais-je? Mettre à jour en fonction des données scientifiques, oui. Mais là, on a tout ce que c'est qu'une dentition. Et il faut que les parents comprennent ça, lisent ça, et surtout qu'on développe la diffusion et la connaissance de ce carnet de santé. Ça, c'est très important. Alors, on a tendance un petit peu à négliger le brossage des dents lorsque nous avons des dents de lait parce qu'on a un petit peu ce réflexe, oui, de toute façon, l'enfant va perdre ses dents, il va avoir d'autres dents, etc., etc. Et pourtant, c'est une très grosse erreur. Voilà. Maintenant, globalement, on ne fait pas de différence entre dents de lait ou dents permanentes, tout ça. Une dentition, il faut s'en occuper. Parce que, attention, il y a des mamans qui
n'allaitent pas leur bébé, elles donnent de lait artificiel, qui est sucré. Oui. Et le sucre, il ne va pas venir dire « Ah, c'est une dent de lait, j'y vais pas ». Non, le sucre, il va détruire. Et ensuite, ce qui est important, c'est que c'est un apprentissage. Et là, on dit qu'à partir de 15 mois, il faut se brosser les dents parce que le sucre qui reste au niveau des dents va, comme nous on aime le sucre, toujours les microbes adorent le sucre. Et ça va entraîner une, entre guillemets, une putréfaction, une infection qui va ronger les dents. Et je crois qu'il faut, c'est important quand on dit qu'il faut brosser. Attention, il faut apprendre aux enfants et aux mamans à se brosser les dents. Et je viens de lire un papier où les brosses à dents électriques. C'est pas recommandé. Je crois que c'est plus important et plus efficace lorsqu'on procède soi-même. On va dans des endroits où c'est beaucoup plus accessible et que l'on nettoie réellement. Donc, que ça soit les dents de lait ou les dents adultes, il faut se brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Surtout maintenant, où l'apport de ce qu'on appelle, moi j'aime pas appeler ça comme ça, ce qu'on appelle les jus de fruits, le gazouze, le pain, et tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les débris alimentaires qui vont s'incruster entre les dents. Il faut aller les chercher parce que là, c'est plein de microbes et on peut avoir la plaque dentaire qui est quelque chose qui va étouffer, entre guillemets, la dent et entraîner ça. Ensuite, vous savez que des dents cariées, là on va aller carrément dans la pathologie, dans des dents cariées, c'est une source, c'est un nid de microbes. Et les angines infectées à répétition, c'est les microbes qui sont dans cette dent cariée, dans ce trou, et qui vont descendre, et les amygdales, qui font partie du système immunitaire. Oui. C'est la première défense, vont être surchargées et elles vont. Alors, lorsqu'on fait des angines à répétition, c'est à cause d'une dentition qui n'est pas très propre. Ça veut dire que si on fait des angines à répétition, on doit penser quand même à aller consulter son dentiste. Il faut aller consulter son dentiste parce que c'est la source des microbes, au sens large du terme, des microbes. Et là, c'est rien du tout d'avoir des angines, c'est rien du tout par rapport à ce que je vais dire. C'est de graves maladies cardiaques, de graves maladies, parce qu'il y a une appétence des microbes. J'utilise le terme courant des microbes, des caries dentaires. Regardez, il y a une appétence, c'est-à-dire qu'ils adorent le cœur. Ils ne sont pas des sentimentaux, si je puis dire. Non, c'est des destructeurs et ils adorent et ils bouffent des parties du cœur, les oreillettes, toutes ces choses-là, et qui sont surtout entraînant de très très graves. Vous savez, des gens qu'on opère à cœur ouvert, si on remonte un petit peu, beaucoup ont eu des angines à répétition dues à une mauvaise dentition. Vous savez, les dents, on ne pense pas, mais regardez les conséquences de... Autre chose, une mauvaise dentition, une mauvaise répartition peut donner de douleurs qu'on appelle rhumatismales, alors qu'en fait, c'est au niveau de la dentition. Donc, vous voyez que la dentition, la santé bucco-dentaire, voilà comment on doit dire ça, la santé bucco-dentaire est importante pour la sauvegarde de la santé tout court. Alors justement, là, pour aujourd'hui, donc nous sommes en train de parler toujours, de, pas voilà, pour aujourd'hui. mais aujourd'hui particulièrement, nous sommes en train de parler de l'hygiène bucco-dentaire. Donc on a compris que Les l'hygiène dents, c'est bucco-dentaire, important. c'est important. L'hygiène bucco-dentaire, ça commence déjà à l'âge de 15 mois. Donc ce sont généralement les parents, la famille qui veillent sur cela. Mais à 6 ans, donc c'est déjà la scolarité, on est déjà à l'école et donc là, l'école prend un petit peu le relais, n'est-ce pas? Donc quel est un petit peu le rôle dans, on va dire, comment inculquer encore une fois le brossage des dents, l'hygiène bucco-dentaire aux enfants? On a un trésor qui est le système national de santé, qu'il ne faut pas, à mon avis, c'est mon avis, qu'il ne faut pas réformer, c'est notre application du système de santé, quand je montre un carnet de santé. Notre système de santé, il y a ce qu'on appelle les UDS, les fameuses UDS, unités de dépistage et de suivi. Moi, j'aime bien, moi, je remercie, je tire mon chapeau bien bas à celui qui a donné le nom d'unité. Le nom d'unité
l'unité de dépistage. L'unité, c'est un terme militaire. Ça signifie de petits groupes qui se déplacent rapidement et qui interviennent. Regardez, on doit me présenter ça, après on en parlera. Et qui doivent intervenir, les UDS. Moi, je crois que c'est très important d'avoir son carnet de santé, et je m'adresse aux parents, et de contacter les services les dentistes de l'UDS. Et surtout, croyez-moi, parce que j'ai eu affaire à ça et j'ai assisté, l'État a fourni des fauteuils dentaires, mais quelque chose de merveilleux. On a même commencé à s'organiser en réservant 2 jours par semaine. Les jours où les enfants ne vont pas à l'école, les mardis après-midi, et 2 jours par semaine réservés spécialement aux écoliers qui sont envoyés par les dentistes et les médecins de l'UDS. Donc, vous voyez qu'il faut remettre en place. Moi, je parle du terrain, c'est pas créer une commission qui se réunit ou je sais pas trop quoi. Ça, moi, je suis pas très pour, mais ça existe. Il faut les relancer sur le terrain et comprendre le rôle fondamental des UDS, surtout en matière de dentaire. Quand un gosse, quand un gosse fait une angine, il ne faut pas courir la boîte à pharmacie, lui donner le reste d'amoxyline ou bien d'aller le pharmacien du coin. Non, je crois qu'il faut un enfant scolarisé, comme vous l'avez dit, c'est le meilleur moment. Il faut aller contacter ces médecins de l'UDS, ces dentistes de l'UDS et faire un bilan et se faire prendre en charge. Alors ma question aussi, docteur, alors là on parle un petit peu donc, de l'importance de commencer déjà très tôt à se brosser les 15 dents, mois. 15 mois, et puis 3 fois par jour, pendant 2 à 3 minutes, après les repas. Donc c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on sait, donc on a grandi un petit peu sur ces consignes, mais les choses sur lesquelles on ne parle pas beaucoup, c'est un petit peu le choix du matériel. Donc le choix de la brosse à dents, déjà avec tout le marketing qu'il y a, on va dire, donc des brosses à dents avec des formes particulières qui rappellent un petit peu les héros, qui rappellent un petit peu les personnages préférés des dessins animés, etc. Mais aussi le dentifrice lui-même. Oui. Alors, 2 points. Vous êtes une personne, une universitaire. Non, vous parlez de marketing. Eh bien, ce qu'on voit sur le marché, sur les trottoirs nagés, mais ça ne répond ni marketing ni wallo. C'est la hack des brosses à dents, on ne sait même pas où. Moi, je suis pour. Vous savez que tout produit, médicament ou autre, qui concerne la santé, doit avoir une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Moi, je crois que pour les inspecteurs du commerce, je ne sais pas comment ça, moi, je crois que quand ils voient toute cette flopée, cette anarchie de brosses à dents qui sont sur le marché, je crois qu'il faut le considérer comme un médicament. Parce que vous avez des poils durs, des poils... Il y a différentes... Moi, je trouve qu'il faut avoir une AMM pour vendre. N'importe où, on trouve sur le trottoir, on trouve quelqu'un qui vend le shampoing pour rendre les cheveux, je ne sais pas comment. Vous trouvez comme ça un petit verre en plastique où il y a des... Allez, wahda, il faut l'instrument d'abord. Entre parenthèses, quand on dit il faut brosser les dents à 15 mois, moi je dis aux mamans, il ne faut pas y aller. C'est beaucoup plus un jeu et habitué. Là. Deuxièmement, est-ce que vous savez que il y a une flopée de dentifrice. Vous savez qu'il y a un dentifrice formidable fait par Saïdal, vendu en Algérie. Natribifluor, je le dis. Saïdal est une société nationale. Moi, je trouve que c'est un dentifrice qui est merveilleux. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a avec Siwak. Siwak, c'était une question que j'allais vous poser. Oui, non, c'est bien. Oui. C'est bien. Moi, je parle au point de vue médical, au point de vue hygiène bucco-dentaire. C'est bon, il n'y a pas de problème. À l'époque, les femmes, pour se faire belles, utilisaient l'écorce de noix. Et elles se nettoyaient avec ça. Donc, c'est des produits à la mode bio, mais qui ont prouvé leur... Et on a ensuite ce dentifrice qui est produit en Algérie et qui est très efficace et depuis de longues années. Ce qui est important, c'est qu'après chaque consommation, une chose,
une astuce que les enfants arrivent à dribbler. Ils se brossent les dents, il n'y a pas de problème. Mais ils ont toujours un petit chewing ou un chocolat sous l'oreiller. Voilà. Comme si qu'on n'a rien fait. La maman, elle est contente, elle a fait son boulot, Oui. tout ça, mais elle est dribblée par le gosse pour s'endormir, il lui faut son truc. Donc ça ne sert à rien du tout. Ça aussi, c'est une éducation. Vous voyez que quand je parle du DS, dépistage et de suivi, je crois que ce n'est pas uniquement le dentiste, non, je crois qu'il faut développer, par exemple, une petite séance, comme elle a dit, de discussion interactive pour éveiller l'enfant, pour lui expliquer le pourquoi et le comment de la chose. Ça, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, avant de se quitter, hier, donc nous avons perdu quand même un grand professeur, n'est-ce pas? Oui. Hassan Azraq, Allah yarhamou Saleh, donc il a été enterré hier, donc le médecin de la Révolution et un membre de l'armée de libération nationale, n'est-ce pas? J'ai toujours dit, Allah yarhamou, la photo. Je crois qu'il faut faire l'histoire de la santé publique en Algérie. Au lendemain de l'indépendance, les Français, les colonialistes étaient partis. Je crois qu'au-delà de certaines polémiques qui, à mon avis, ne sont pas... Je crois qu'il faut se recentrer sur nous-mêmes. Et ce qu'a fait l'Algérie indépendante qui s'est retrouvée seule. Et vous savez, des gens comme ça, Allah yarhamhum, qui étaient moudjahidines, qui étaient en combat, il y a des centaines, je crois. D'ailleurs, lui-même, il prenait justement en charge les blessés de la guerre. Et bien sûr, il y en a. Je crois que Allah yarhamhum, c'est le moment de rebondir, surtout dans la situation actuelle où il y a des polémiques. Je m'en fous des polémiques. Moi, je m'occupe de moi-même. Je m'occupe de l'Algérie indépendante, comment elle a fait face, malgré, à chaque fois que je dis malgré l'absence de budget, mais il y avait des budgets de cœur et des budgets d'engagement et de patriotisme. Je crois que D'ailleurs, lui, Allah yarhamou Saleh, en compagnie de ses compatriotes, en compagnie de d'autres médecins, ils étaient les premiers à ouvrir le premier hôpital universitaire à Oran. Ils ont formé des générations et des générations de médecins. On avait besoin de tout. On était à plat. Il y a des moudjahidines, c'est des gens qui combattaient Feljbel et qui sont descendus et qui ont commencé un autre djihad qui est celui les yeux, le gynéco. Par exemple, en gynécologie, nous avons une mortalité materno-infantile qui était terrible et on a été obligé. On avait des maladies, la tuberculose, et parmi eux, il y avait des problèmes. Et surtout, il y avait un gros problème en Algérie, le trachome. Qui était dû à certains, et je crois qu'il faut leur rendre hommage, il faut les inscrire au panthéon de l'histoire de l'Algérie moderne qui a fait face malgré d'énormes difficultés, et quand on aime, et c'est des artisans du secteur de la santé publique, que l'on veut balayer, maintenant on pense à autre chose, je ne sais pas, d'autres... Donc c'était le professeur Hassan Azraq, Allah yarhamou Saleh, il nous a quittés, donc il a été inhumé hier. Et Oran était... Au cimetière Ain Baïda à Oran. Et Oran était un pôle pour les trucs les yeux, de la prise en charge de l'ophtalmo, c'était un pôle, et je crois que c'est grâce à ces gens comme ça. Voilà. Allah yarhamhum. Très bien. Allah yarhamhum. Merci beaucoup, docteur. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre thématique. Avec d'autres couleurs. Avec d'autres couleurs. Mais il y aura toujours du rose tant qu'on est au mois rose. Voilà. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être un reportage de Faria El-Hamdi que nous vous proposons. Elle qui nous emmène du côté de Benchikao, qui est donc très réputé par ses arbres fruitiers, particulièrement le raisin et le pommier. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Les caprices de la météo nous rappellent de temps à autre qu'elle est maître de nos habitudes de consommation de produits agricoles. Les raisins restant un produit les plus appréciés. La région du village agricole de Benchikao, située à 10 km au sud de Médéa, était autrefois réputée pour la qualité unique et succulente de la variété de raisin Ahmar Bouamar. Ahmar Bouamar, il est un produit de terroir. Il a des qualités exceptionnelles. C'est-à-dire, si on va le cultiver dans d'autres régions de zones de montagneuses de l'Algérie, il ne va pas donner le même goût et la même couleur qu'on le trouve ici.
À Médéa, l'arbre fruitier occupe une place très importante, étant donné qu'il s'adapte bien au climat rude et aux terres accidentées de la wilaya. C'est d'ailleurs la culture favorisée. Certains agriculteurs que nous avons rencontrés n'ont jamais lâché leur arbre, malgré les difficultés et les variations climatiques au cours de ces dernières années. Ces dernières années, on enregistre ou bien on a constaté un dérèglement climatique ou bien un chamboulement climatique au niveau de la région, comme toutes les régions du monde, où on a constaté une pluviométrie très faible, mal répartie au cours de la campagne agricole. Mais ces agriculteurs qui ont sacrifié pour donner ces fruits demandent de l'aide pour améliorer davantage leur rendement. C'est vrai qu'il y a déjà un soutien prévu, mais nous souhaitons en avoir encore plus, comme pour le soutien d'irrigation du goutte à goutte. Les arbres ont souffert de la sécheresse, donc on se retrouve avec un calibre inférieur. Le pommier est l'une des rosacées à pépins, la plus cultivée aussi dans cette région. Concernant les pommes de la région de Benchikau, on a deux variétés sont connues qui se récoltent tardivement, qui sont la Star Crimson, la pomme rouge, et la Golden Délicieuse. Comme le savent tous, la qualité gustative de la pomme de Benchikau, elle est très intéressante. Elle est de bonne qualité. Ça, c'est-à-dire, elle est très sucrée. Le sucré où se trouve, c'est l'altitude. Parce qu'ici, on est à plus de 1000 mètres d'altitude. Et on sait que les pommes des zones montagneuses, plus on va en altitude, plus on a une pomme qui est très sucrée. Aujourd'hui, Benchikau est devenu une plaque tournante pour les investisseurs qui se disputent au plus offrant les récoltes sur pied dans les vergers, lourds de fruits de très bonne qualité. Et voilà, c'était donc un reportage de Feriel Hamdi qui nous a emmené du côté de Benchikau, justement, qui est très réputé par ses arbres fruitiers. Et là, nous avons eu donc à voir les raisins et donc les pommes de cette région. Nous allons encore une fois parler d'agriculture. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Monsieur Mohamed Hadjani. Monsieur Mohamed Hadjani, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Je vous en prie. Alors, vous êtes le vice-président du groupe de réflexion Filaha. Oui. Voilà. Alors, donc, si on dit groupe de réflexion, ça veut dire, on comprend que quand même la place qu'occupe l'agriculture est une place prépondérante. D'ailleurs, c'était la première activité de l'homme, n'est-ce pas? Absolument. Alors, c'est un groupe donc, qui a été créé. Quels sont ses principaux objectifs, on va dire? Bon, eh bien, pour ainsi dire, je vous remercie de cet aimable accueil et de nos auditeurs, évidemment, spectateurs de Canal Algérie, qui, ce n'est pas la première fois dans laquelle on intervient. Qu'est-ce que le groupe de réflexion Filaha, qui a démarré, évidemment, il y a une dizaine d'années, avec le Salon international de l'agriculture, le CIPSA. Et bien entendu, il coiffait évidemment cette manifestation dans sa thématique de communication, de conférence et évidemment de recherche, puisqu'il y a lieu de parler de réflexion. Il regroupe donc d'anciens fonctionnaires du ministère, des experts, bien entendu, toutes filières confondues. Et à partir de là, on s'est tracé en quelque sorte, sur le plan de la recherche scientifique, un certain nombre de thèmes dans des filières bien déterminées. Et dans la couverture, en quelque sorte, parler en mouvement
avec l'application du programme du ministère à chaque fois qu'il ait lieu, tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Et à partir de là, bien entendu, diverses interventions dans les différents colloques, conférences, etc., que suscitent les autres secteurs. Ce sont des interventions dans le domaine économique de l'agriculture, dans le domaine de la production, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, bien entendu, et surtout dans le domaine du développement en lui-même. Alors justement, dans le domaine du développement lui-même, il faut dire, monsieur Mohamed Hadjani, que donc, depuis quelques années, nous parlons de changement climatique, nous parlons donc de tous ces changements, et bien entendu, j'ai envie de dire, le premier secteur qui est impacté par ces changements, c'est le secteur de la nature d'une manière générale, l'agriculture en particulier. Oui. Écoutez, je crois que c'est d'époque et même d'actualité, cette question de changement climatique qui est perçue de différentes façons. D'une manière comme une autre, évidemment, je voyais dernièrement, si vous voulez, le concepteur du satellite Parker qui a été envoyé justement autour du Soleil et voir un petit peu comment cette évolution cyclique des années de sécheresse se produisent par rapport justement à l'expansion de ces vents solaires, de ces nuages solaires qui atteignent une intensité telle que, évidemment, selon des cycles bien déterminés, provoquent soit des incendies, des excès de chaleur et une aridité presque constante sur différents points du globe. Il est évident que, justement, même nous autres agriculteurs, anciennement, nous savions que dans la région sud du bassin méditerranéen, tous les 11 ans se produit ce phénomène. Et nous nous attendions évidemment à ce que, justement, il y ait un certain nombre de mesures de préservation, de conservation et même de travaux à effectuer en prévision, si vous voulez, de ces campagnes de sécheresse. Et il est évident que, bon, nous y sommes passés par là à plusieurs reprises, que ce soit la région Est qui est touchée, ou la région Ouest, ou la région Sud, etc. etc. C'est que l'Algérie... Dans ce sens, M. Hadjani, même les prévisions d'ici 2030, 2035, ce sont, j'ai envie de dire, des prévisions qui font peur. Hein. Absolument. Vraiment, là, absolument, on est en train de parler de sécheresse totale, j'ai envie de dire. Le phénomène est le suivant, c'est que nous avons un climat contrasté par une zone aride et une zone semi-aride. Une zone au nord qui est semi-aride, considérée comme telle, et une zone au sud et extrême sud, même les pays du Sahel et toute la région du Maghreb, qui soutient, si vous voulez, un climat aride. Et que ce soit les vents de sable ou bien cette chaleur, cette torridité de la chaleur, évidemment, fait avancer le désert. Et l'Algérie a été parmi les premiers pays, évidemment, de l'Afrique du Nord, pour contrer à ce phénomène, et on avait déclenché le barrage vert. Où en est-on avec, si vous voulez, cette expérience et évidemment qui s'est traduite sur le terrain, et comment perçoit-on, en quelque sorte, dans cet écosystème contradictoire, entre le changement climatique provoqué par le climat dans cette zone du globe et justement la nature elle-même, si vous voulez, de cette région du sud qui, elle, fait avancer un désert, une aridité, etc., et une sécheresse. Cette double provocation par la nature et par la zone elle-même du sud a donné à réfléchir évidemment à plusieurs experts, à plusieurs chercheurs, etc. etc. J'en citerai dans le domaine forestier le professeur Zeraya, le professeur Abdullah Yahi, Madame Lakhdari, etc. Et même deux autres personnes qui sont Monsieur Machin et Fenni, en dehors d'autres experts de l'extérieur, bien entendu, parce que l'Algérie, dans la pluridisciplinarité
des questions à traiter, fait appel aussi à d'autres experts de l'étranger. Alors, en plus des experts, Monsieur Hadjani, il faut dire aussi que même les jeunes d'aujourd'hui reviennent un petit peu à l'importance de l'agriculture, s'intéressent un peu plus à l'agriculture. Il est vrai qu'à un moment donné, même l'investissement des jeunes, c'était beaucoup plus dans l'industrie. Aujourd'hui, on voit des investissements dans l'agriculture, des start-up par exemple, qui proposent des projets vraiment innovants dans ce domaine. Absolument. Nous sommes passés par plusieurs étapes. C'était d'abord de rendre intéressant, si vous voulez, le travail agricole. Et la terre en elle-même comme support d'une économie rentable, d'une part. Ensuite, même à travers le SUPSA, nous avons concouru avec le ministère de l'Agriculture, les chambres agricoles, etc., à faciliter en quelque sorte à travers ces manifestations l'intéressement des jeunes de tous bords, que ce soit du secondaire, de la formation professionnelle, des universités, etc., etc. Et surtout, ce qu'on pourrait appeler ceux qui vont devenir des professeurs, des professionnels de l'agriculture. Et si vous aviez remarqué, c'est que ces étapes, cet intéressement s'est effectué au fur et à mesure, en quelque sorte, et en fonction du programme du secteur, du programme du ministère de l'Agriculture, où il était question d'un renouveau agricole, où il a été question de la professionnalisation, où il a été question de l'interprofessionnalisation, où il a été question de l'organisation, si vous voulez, des conseils professionnels et des filières, etc., etc. Et à chaque fois, on essayait de modeler, en quelque sorte, l'intéressement, que ce soit des jeunes, pour arriver à cette question de start-up. Si vous l'avez remarqué d'ailleurs, il y a 2 années, en 2019, nous avons été parmi les premiers, si vous voulez, à promouvoir un appel à manifestation d'une vingtaine de start-up et d'une vingtaine de porteurs de projets dans le domaine agricole, toutes filières confondues, bien entendu, et même dans l'agroalimentaire, des jeunes qui sont venus et même une sélection s'est produite pour leur faire les accompagner. Tout de suite après, nous avons mis en place un incubateur, bien entendu, et au fur et à mesure, je vous disais que les choses évoluent, pas plus tard qu'avant-hier, évidemment, on assistait à cette question qui est à l'ordre du jour, sous l'égide du ministère de l'économie, de la connaissance et d'autres ministères, sur cette question de start-up. Mais l'intérêt essentiel pour nous, c'est de savoir comment faire face à cette question de changement climatique qu'on appelle changement climatique et qui, dans l'ordre des choses, n'est que naturel, je le dis bien. Voilà, naturel, effectivement. Absolument. Il y a eu plusieurs cycles, d'ailleurs, que la Terre a connu depuis sa création, depuis son apparition. C'était justement la question que j'allais vous poser, parce qu'il faut dire que à travers le monde, que ce soit les experts ou les ONG à travers le monde, donc la sonnette d'alarme est tirée, il faut le dire, donc par rapport à tous ces changements climatiques et leur impact donc sur l'avenir de la Terre d'une manière générale. Alors aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Alors on n'est pas arrivé au point du non-retour, c'est la bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour redresser un petit peu la situation et donc surtout la rendre en notre avantage? Écoutez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a 2 façons de voir la chose. C'est la lutte, d'une part, contre la désertification, les phénomènes et les calamités naturelles qui se produisent, justement, que ce soit la sécheresse, les inondations, les pandémies, les criquets, etc., que ce soit pour l'agriculture en termes de végétal ou bien en termes animal, c'est-à-dire l'élevage, qui touche l'élevage. Et bien entendu, il y a en quelque sorte une question qui interpelle, que ce soit l'agriculteur ou l'État en lui-même, à travers ses différentes structures de protection, de lutter contre le phénomène. Il y a une question de lutte et il y a une question d'accompagnement. Nous allons voir beaucoup plus à travers les moyens de lutte quelles sont les mesures qui doivent être prises tout de suite après pour remédier et rétablir en quelque sorte l'équilibre de ce qui s'est produit comme catastrophe, comme je le disais tout à l'heure, les résultats d'une sécheresse, les résultats d'une inondation, les résultats d'un tremblement de terre, les résultats d'un phénomène qui se produit en termes de calamité.
Et là, qu'est-ce qu'il y a lieu? C'est de parler en agriculture, en termes d'agriculture de conservation. Nous avons 3 points essentiels justement à apporter lorsqu'il s'agit justement de cette lutte et de cet accompagnement pour rétablir les choses à la normale et avoir en quelque sorte un cycle agricole qui peut continuer. Là, dans cette question de conservation, il faut voir évidemment le sol, l'entretien du sol. Pas plus tard qu'avant-hier, ou je ne sais, cette semaine, le Premier ministre insistait en termes d'équipements qui existent en Algérie, ou bien de toutes les installations industrielles, que la maintenance lâche un peu du lest ici et qu'il faudrait justement étudier, que ce soit à travers de nouvelles installations, etc. La même chose pour l'agriculture. L'entretien du sol est très essentiel. On analyse, on fait des drainages, on essaye de cultiver de l'humus pour le renchérir, cette teneur, etc., etc. Et l'Algérie, l'agriculture algérienne doit faire face donc à de nombreux défis au cours de ces prochaines décennies. Voilà, donc c'est un petit peu le travail du groupe de réflexion de proposer donc un petit peu des stratégies et puis des solutions pour pouvoir très rapidement, parce qu'on doit terminer. Je disais donc qu'il y a cette question de sol, il y a la question de l'eau et il y a la question de l'homme, c'est-à-dire l'agriculteur ou bien l'éleveur. Et là, ces mesures d'accompagnement qui viennent s'ajuster évidemment au phénomène, que ce soit la sécheresse ou autre, viennent évidemment donner un état des lieux d'abord et un renchérissement d'un certain nombre de travaux qu'il faut faire. Et il faut les faire constamment, continuellement surtout. C'est cette question de constance. Voilà, donc effectivement, la recherche continue, votre travail en tant que groupe de réflexion continue. Merci beaucoup, M. Mohamed Hadjani, d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, je rappelle, vous êtes le vice-président donc, du groupe de réflexion Filaha. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous remercie et permettez-moi de dire un dernier mot qui relève, si vous voulez, d'une citation du Coran, qui est du verset Al-Araf. Et qu'est-ce qu'il dit, ce verset? Il dit « Le pays agréable est bon. Sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement, et ainsi nous déployons les enseignements utiles. » Voilà. Il nous appartient donc de donner le plus d'enseignements possible aux générations futures pour qu'elles soient prémunies en quelque sorte des dangers qui l'atteignent, et en particulier de cette question climatique. Voilà, vous avez parlé donc de nouvelles générations. La génération aujourd'hui nous impressionne, il faut dire, avec plusieurs projets innovants et avec plusieurs activités sur terrain. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on parlait de cette génération. Cette fois-ci, ça va être toujours dans l'agriculture que nous vous proposons ce reportage. Et c'est Sihem Knouch qui nous emmène du côté de Blida pour nous expliquer un petit peu la culture in vitro des arbres d'arboriculture. Voilà, des plants d'arboriculture, pardon. Donc je vous laisse voir ce reportage. Et on se retrouve juste après. Spécialiste dans la production de porte-greffes et d'arbres fruitiers issus de la multiplication in vitro. Le secret de cette exploitation est dans ces flacons. Ces bocaux vont recevoir une semence qu'on va cultiver dans un laboratoire. Une fois la semence dans les bocaux, la germination commence et on finit par avoir des plants qu'on va transplanter. Alors, la culture in vitro, c'est une technique de multiplication des plants à partir d'un fragment végétal ou d'un bourgeon du pied mère. L'opération doit être effectuée dans un milieu strictement stérile. Les plants retrouvent enfin la terre, où elles vont pousser dans un milieu qui se rapproche de leur milieu naturel. Ici, on trouve des oliviers, des grenadiers, beaucoup d'arbres forestiers et tant d'autres espèces. Après la transplantation, les plants passent par la serre d'élevage. ومن بعد تروح لاسير تاع واسمو لاسير فينال يعني لومبريير وين لا كوميرسياليزاسيون تاع لو بلان. Entre هاد لي زيتاب كاين ليتاب تاع لو غريفاج. L'exploitation s'étend sur plus de 5 hectares. Sa capacité de production dépasse les 6 millions de plants par an. Elle alimente beaucoup de centres de recherche et de nombreuses pépinières à travers le pays.
Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et de retour sur le plateau, cette fois-ci, nous allons parler d'un événement. Il s'agit du 18e salon de Batiwest. Vous allez, j'imagine, vous demander, vous poser la question, comment se fait-il, il y a des fleurs sur le plateau? Eh bien, c'est donc la tradition de M. Wali Zoubé. À chaque fois qu'il vient, il nous enchante avec ses fleurs. À chaque fois, donc, la tradition, vous n'oubliez jamais. C'est la tradition, je l'oublie jamais. Vous n'oubliez jamais. Ça fait pratiquement, c'est la 18e édition, 18 ans d'existence. Et 18 bouquets de fleurs pour Canal Algérie, Bonjour d'Algérie particulièrement. Bien sûr. Voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que les fleurs? Il n'y a pas mieux à offrir que les fleurs. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et voilà, donc si vous êtes là aujourd'hui, alors on rappelle que non seulement on a eu notre part de fleurs comme à chaque fois, mais sinon vous avez fait un effort, un gros effort pour Bonjour d'Algérie aujourd'hui, parce que vous êtes venu d'Oran hier soir. Vous allez repartir à Oran juste après votre passage. Voilà. Et donc, la 18e édition du Batiwest aujourd'hui, donc c'est une tradition. Le Batiwest, on l'attend chaque année, même en plein confinement, vous avez quand même marqué votre présence à travers ce salon, n'est-ce pas? Oui. Donc cette fois-ci, c'est la 18e édition. Donc c'est quoi le thème que vous avez retenu pour cette année et surtout, quels sont les objectifs de cette année? Bien sûr. Cette année, ça va être sous le thème pour une Algérie nouvelle, moderne et prospère. Et nous sommes à notre 18e édition et n'oublions pas que l'année passée, on l'a organisée malgré le Covid, malgré la pandémie, mais il y a eu quand même une participation mitigée de 35 exposants. Mais cette année, c'est une particularité. Donc on a la participation de la mission économique de l'ambassade de Tunisie qui sont fidèles à la participation à l'événement et à la participation à tous les événements de Batiwest. Et l'invité d'honneur qui s'y est mis. Donc, le club des entrepreneurs et industriels de la Métija, qui sont venus pour une première fois pour la participation de tous les, industriels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et la participation de la Confédération du patronat citoyen. Donc, c'est les deux patronats qui participent pour la première fois à notre événement. Et bien sûr, il y a nos fidèles exposants de différents secteurs d'activité. Et il y a la participation des sociétés qui sont en partenariat avec des compagnies étrangères à l'image de l'Espagne, de Portugal, de la Tunisie, de France et de la Turquie. La Turquie, ils sont en force parce que chaque année, il y avait la participation turque. Mais comme il y a les sociétés agéro-turques qu'on a gérées, donc ils ont répondu favorablement pour la participation à nos événements. Voilà, donc ça c'est pour l'événement qui va se passer à Oran, n'est-ce pas? Donc quelles sont un petit peu vos attentes par rapport déjà à l'événement lui-même, mais surtout la participation, les visiteurs que vous allez donc recevoir, quelles sont un petit peu vos attentes de cette 18e édition? Vous savez, notre objectif, l'objectif de SB Eventcom qui prépare l'événement depuis une année, vous savez qu'il y a tout un sacrifice de l'équipe de SB Eventcom pour convaincre quand même certains opérateurs à y participer. On ne s'arrête jamais quand on fait des événements et quand ça devient une tradition. Dès qu'on termine l'événement, on se repose 2-3 jours et on prépare le prochain. On prépare le prochain, voilà, oui. Ça prend une année de mais comme travail. vous savez, la conjoncture économique, il y avait, et juste après, il y avait la conjoncture de la pandémie qui a touché quand même pas mal d'opérateurs algériens dans le domaine du financement, de participation. Vous savez, quand ils participent, il y a tout un financement pour des dépenses pour participer à des événements. Et donc on a quand même pu avoir de la participation de différents opérateurs qui sont fidèles au groupe et au Batiwest 2021. Et donc il y a des nouveaux, donc il y a pratiquement 40% de nouveaux entreprises qui participent pour la première fois à l'événement. L'objectif
de l'événement, c'est de mettre en contact d'affaires entre les opérateurs de la région de l'Oranais, qui sont canton de l'Oranais, qui regroupent les wilayas métropoles qui sont à côté, Belabès, Intimochet, Mascara, Chlef, tout ce que ce soit les wilayas qui couvrent la wilaya d'Oran. Et les opérateurs qui sont venus. Donc, la venue des opérateurs qui viennent pour participer, donc leur attente, c'est de la visite des opérateurs professionnels pour les mettre en relation d'affaires et bien sûr de signer certains contrats, certaines conventions entre eux. Alors, il faut dire que le secteur du bâtiment, M. Wali, est un secteur qui a été profondément touché par la pandémie, touché donc par le confinement, n'est-ce pas? Oui. Vous savez qu'il y a un slogan qui dit quand le bâtiment va, tout va. Mais depuis 2 ans, depuis la pandémie de Covid-19, ça a touché quand même un peu qu'il y a les promoteurs qui se sont arrêtés pour donc, terminer des entreprises qui ont disparu. Il y a des entreprises qui ont mis les clés sur le paillasson, donc ils ont fermé. Il y a les entreprises qui sont disparues directement, donc définitif. Donc ça a touché quand même un peu le secteur des bâtiments. Mais nous espérons donc, notre rôle, c'est quoi? C'est d'accompagner ces entreprises à venir à participer et d'être au devant des problèmes. Et c'est pour cela qu'il y a toute une délégation qui vont venir, donc qui vont visiter le salon et qui vont donc s'entretenir avec tous les opérateurs qui seront présents au niveau du Batios 2021. Donc on peut dire que cet événement est un renouveau, un nouveau souffle déjà pour les entreprises qui ont un petit peu souffert de cette pandémie, qui ont du mal à démarrer pour d'autres qui viennent de démarrer nouvellement. Oui, vous savez que ça fait, comme je vous ai dit, l'année passée, donc on a pu quand même maintenir le salon de 2020 et avec tous les problèmes et la pandémie qui a touché quand même certaines entreprises, mais on a pu quand même avoir 35 entreprises qui ont participé en 2020. Mais on n'a pas désespéré, on était toujours optimistes. Et nous serons toujours optimistes envers nos partenaires, parce qu'on a des partenaires et on a nos fidèles exposants, pour participer, parce que moi je leur dis, participer à un événement, c'est bénéfique pour eux, pour rester en vie. C'est ça l'importance de l'organisation de l'événement de Bativest. Voilà, on vous souhaite une très belle réussite pour cette 18e édition, et puis un bon, on va dire, coup de starter un petit peu pour après donc cette rupture à cause de la pandémie. Donc on vous souhaite une très très belle c'est ce que je souhaite réussite. Moi, vous savez que je souhaite à tous les professionnels du secteur des bâtiments de venir de visiter le salon quand même. Il y a beaucoup de surprises au niveau des exposants qui sont venus et sont là à l'attente des préoccupations des visiteurs professionnels. Ah ben voilà, bonne réussite à vous et on vous dit bonne route parce que vous allez prendre la route maintenant. Bien sûr, et le salon donc ça va ouvrir le dimanche, le 10 octobre, de 10h jusqu'à 18h, il va durer jusqu'au 14. 5 jours, jusqu'au 14 octobre. Au 14, donc ce sera au niveau Aoura. Ça va se passer à Aoura. Et on vous souhaite encore une fois. Et nous remercions. On vous remercie. On remercie le canal Algérible de nous avoir quand même donné l'occasion de s'exprimer sur le salon Bativest. Et nous remercions donc quand même le centre des conventions qui nous a ouvert toutes les portes donc, pour donner un souffle au Bativest et les autorités locales quand même qui nous ont accompagnés pour la réussite. CIMI et la CAPSI. Parfait, merci beaucoup et encore une fois bonne route parce que vous allez prendre la route maintenant vers Oran. Ce bouquet c'est pour le canal Algérie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et donc on parlait de renouveau, un petit peu de bâtiments. Cette fois-ci, il faut dire que tous les secteurs commencent à reprendre petit à petit après cette pandémie, après cette rupture qui a duré un peu plus d'1 an et demi quand même. Et alors le secteur de la culture n'est pas en reste et justement la reprise des activités culturelles au niveau de Riyad El Fetah. C'est Samira Hadjamar qui s'y est intéressée. On se retrouve juste après. 3 petits pas et un tour complet, peut-être sur les manèges installés au centre des arts de Riyad El Fetah pour les enfants, mais pas que. Les jeunes aussi peuvent s'y divertir. L'ambiance elle est très conviviale, entre amis, on est là et c'est très, très bien organisé on va dire. Là pour s'amuser, entre amis, on a aussi un événement de start-up, compétition.
On peut se restaurer avant d'aller voir un film d'animation ou de fiction à la salle Ibn Zaydoun. Par cette visite inattendue. Ou encore écouter l'écrivaine Yousra Mouloua faire une lecture de son dernier roman, Roma Patra, à la galerie Le Pont. Quand dans mes nuits devenues froides, je frissonne, je m'abandonne à toi quand la vie m'isole, quand mes forces déclinent et mes rêves s'envolent. Et pourquoi pas repartir avec une dédicace de l'auteur. Ce jour-là, de jeunes start-upers célébraient à la salle Cosmos le meilleur projet innovant en Algérie. C'est un grand événement à l'échelle nationale. C'est pour sélectionner les meilleurs projets innovants en Algérie. C'est une chance pour tous les participants afin de contribuer à développer l'écosystème de l'Algérie. Voici donc une adresse pour se divertir, se cultiver, mais surtout se faire plaisir. Voilà. De retour sur le plateau, c'était donc la reprise des activités culturelles au niveau de Riyad El Feth. Je vous le disais ce matin, nous allons nous intéresser en compagnie de Amir Debech ce matin. Bonjour Amir. Bonjour. Marhaba, comment ça va? Ça va, merci. Ça va, avec une nouvelle qui vient de tomber. Malheureusement, la disparition d'une icône de la musique bédouine, sahraoui, populaire algérienne, Cheikh Ould Hadj Rabah Driassa. On vient bien sûr de l'apprendre d'une manière très surprise, parce que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup non seulement à la culture et à l'art algérien, mais il faisait partie désormais de ces personnes, de ces artistes qui ont pu reconstruire tout ce qui a été déconstruit par le colonialisme, par un siècle et presque et demi de colonisation. Ce sont des personnes qui ont cherché à retrouver les écrits des chouyours, à retranscrire toute l'oralité et toute la tradition algérienne. Donc en mon nom, et j'imagine bien sûr au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie et de Canal Algérie, tous les journalistes de l'EPTV, on présente nos condoléances à sa famille et à la famille des artistes et des arts et de la culture en Algérie, partout dans le monde, parce qu'il avait une notoriété universelle, ce grand monsieur-là. Et ce grand monsieur, on tient de lui non seulement, on va dire... voilà, je perds les mots finalement. On va dire, on retient de lui tout le travail donc de promotion de ce patrimoine musical algérien, mais aussi l'encadrement de la jeune génération. Donc il était ouvert à ces jeunes qui demandaient des conseils, qui voulaient un encadrement, qui voulaient un petit peu moderniser cette chanson algérienne, cette chanson bédouine. Et lui, il était là justement pour encadrer, pour orienter ces jeunes. Vous savez, Nour, c'est une personne complètement dévouée et complètement humaniste, j'allais dire, et c'était une personne qui aimait beaucoup la transmission, et l'humilité, c'était un trait de son caractère. Parce que vous voyez, par exemple, si on prend une petite aventure artistique qu'il avait menée à un moment donné, il écrit Hamama. Oui. À Blaoui El Houari. Et tout le monde ne savait pas, il ignorait que cette très très belle chanson n'est pas de Blaoui. Blaoui n'a fait que l'interpréter. Et bien d'autres générations qui l'ont suivi, qui l'ont interprété d'ailleurs. Oui. Même. Et il faut savoir aussi que Driassa était un peintre aussi. C'est quelqu'un qui faisait des miniatures, quelqu'un qui touchait au pinceau, aux couleurs. C'était un artiste complet, nationaliste, patriote si vous voulez, quelqu'un qui aime l'Algérie. Il a toujours chanté l'Algérie. On se rappelle de cet hymne complètement algérien où il dit « Je ne suis ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, ni du Nord, mais mon seul point commun, c'est l'algérianité. » Et ça y va bien sûr avec la thématique que nous abordons cette année dans Ciné Thématique, parce que on est placé sous le signe de la reconnaissance et du transfert et de la transmission de notre histoire, bien évidemment, parce que dans 2 mois, on va être dans cette grande célébration. C'est le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est plus de 60 années d'images de notre pays, faites par bien sûr des réalisateurs, des cinéastes, mais aussi par la télévision nationale et on peut dire aussi la radio, parce que c'est le 28 octobre qui approche aussi, c'est le recouvrement sur la souveraineté de la télé. Ce sont ces gens-là qui ont permis justement
aux images de l'Algérie, au son des Algériens d'être entendus de par le monde. Et justement, Amir, aujourd'hui, en votre compagnie, et ce sera aussi le thème de votre émission qui sera exceptionnellement décalé, nous allons en parler pour demain, et nous allons nous intéresser en votre compagnie cette fois-ci sur l'immigration, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui c'est le mois rose, effectivement, donc le mois rose, on rappelle, c'est le mois de sensibilisation donc au dépistage au cancer du sein, donc c'est ce qui concerne les femmes, mais le mois d'octobre, c'est aussi le mois noir. Ça ne concerne pas que les femmes, hein, Nora. Oui, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne 1% des hommes ça aussi. Ça concerne beaucoup d'hommes, 1% des hommes. Mais je ne parlais pas de la pathologie en elle-même, c'est-à-dire tout ce qui touche la femme ou les femmes, c'est normal qu'on est impacté, on est solidaire. Et puis il y a l'accompagnement et tout ce qui va avec. Mais c'est aussi le mois noir aussi pour l'histoire de l'Algérie. Mais il faut dire, le 17 octobre 1961, on s'en rappelle. Oui, bien sûr. Le 17 octobre 1961, pas que j'allais dire, parce qu'on va, avant de parler du 17 octobre... Pourquoi je dis le 17 octobre 61? Parce que le 17 octobre 61 est considéré comme l'un des plus grands crimes contre l'humanité du XXe siècle. Ah oui, non, vous savez, c'est très grave de parler de ça, c'est très difficile. Moi, je peux vous dire que quand on entame des thématiques comme ça, que ce soit assez thématiques, parce qu'on invite généralement des historiens, des personnes qui ont été même dans l'action, comme Hajdi par exemple, Ahmed qui était dans ce fameux groupe Farid dans les maquis avec les Chandarli, avec les Moussaoui, avec les Lakhdar Hamina, et puis pour la partie, si vous voulez, entre parenthèses, européenne, il y avait Cécile de Cugis, il y avait des noms comme Vautier, des noms comme Labodovic, qui sont venus justement pour dénoncer les exactions qui duraient depuis très très longtemps, et que le récit historique colonial français a tout le temps biaisé, faussé, et ont voulu tout le temps montrer que ce qui se passait en Algérie, c'était une mission, s'il vous plaît, absurde de civilisation. Donc avant peut-être de parler du 17 octobre, nous, dans ces thématiques, on a jugé utile d'actualiser, de répondre à certains, malheureusement, qui continuent à croire que le colonialisme avait des bienfaits en Afrique, ou plus particulièrement en Algérie, pour leur dire, écoutez, c'est archi faux, c'est même criminel de le dire et de l'assumer, parce que avec le documentaire de René Vautier, déjà le 102 mai, Ensemencé novembre, il y a un regard totalement objectif, dépassionné, et non, permettez-moi de le dire, scientifique. Parce qu'il y a des récits, il y a des preuves, il y a des correspondances, il y a des artistes qui ont, comme Mesli par exemple, c'est des gens qui ont montré des images, des photos, des gravures qui expriment l'existence d'une nation, d'un pays qui avait son organisation, ses villes, son code, sa religion, ses traditions, son humanisme aussi et ses valeurs. Et justement, Amel, ce matin, vous avez choisi de partager ceci avec nous en images. Absolument. Puisque vous nous avez ramené un extrait de ce documentaire. Oui, c'est Kateb Yassine qui parle, et il n'y a pas mieux que Kateb Yassine de témoigner, parce qu'il a vécu le 8 mai 1945. Personnellement, il a été emprisonné, il a assisté à tous ces massacres, et il a assisté à cette partie assez abjecte et perverse de la colonisation en Algérie. Allez, on regarde cet extrait, on se retrouve juste après. Les Européens, avec les Français, bon, il faut bien comprendre qu'on vivait au temps de l'Algérie française. C'est-à-dire que l'enseignement, d'abord, était en français. Moi, j'allais à l'école française avec des enfants français et européens. Et les indigènes, comme on nous appelait, étaient minoritaires à l'école. Bon, évidemment, quand on est enfant, ces choses-là passent au second plan, parce qu'il y a la camaraderie d'enfance. Il ne peut pas y avoir de racisme entre des enfants, mais il y a leurs parents derrière. Et le faux rapport, le mensonge, un enfant le sentait très vite. Par exemple, je vais à l'école française, j'apprends que mes ancêtres sont les Gaulois, je rentre chez moi, je parle en arabe avec ma mère, c'est autre chose. C'est vraiment deux mondes tout à fait différents. Et ces deux mondes étaient en lutte tous les jours. Donc, nous avons assez vite compris que nous vivions dans un monde faux et que nous étions dans une situation fausse. Voilà, c'était donc un extrait du documentaire déjà le 102 mai de René Vautier, avec bien sûr il y aura Kateb Yassine. Issiachem aussi parlera, parce que je parlais de l'apport des artistes, parce que ce sont ces personnes qui se sont rencontrées, ils ont dit voilà, on va
déconstruire un récit faux avec bien sûr des images, de l'art, de la culture et pouvoir aussi parler à cette jeunesse qui est de l'autre côté de la Méditerranée parce qu'il faut leur dire la vérité. Ça va leur permettre d'avancer avec bien sûr le peuple algérien. Le peuple algérien est dans une sorte de démarche humaniste encore une fois. On peut pas se battre pour la liberté, pour les valeurs de la décolonisation et les valeurs de l'humanité en étant haineux. On ne peut pas, ce n'est pas compatible. Mais là, vous me tendez la perche aussi, Amir, en parlant donc de cette jeune génération algérienne qui est née à l'étranger, qui a grandi à l'étranger, qui ne connaît pas l'Algérie, qui n'a jamais visité l'Algérie, mais une prise de conscience mais magnifique de renouer avec son histoire, de se concilier avec son histoire, de faire des recherches sur son histoire et défendre finalement son pays, défendre ses territoires, défendre son histoire, même si on est au-delà donc de la mer. Et c'est totalement magnifique. Absolument. D'ailleurs, la deuxième partie sera consacrée au film de Boualem Guerdjou qui s'intitule Vivre au paradis. C'est une adaptation d'un roman d'un certain Brahim Brahim, rappelez-moi le nom de famille, je l'ai oublié, mais je vais le retrouver. C'est en fait, avec Roche Dizem, bien sûr, Ben Kabla, la comédienne algérienne, d'origine algérienne. Hein, donc c'est en fait on va plonger dans ce qu'ont vécu les Algériens qui ont été exilés, forcés à l'exil, hein, d'accord. Ben Aïcha pour Brahim Ben Aïcha, parce que j'allais dire Ben Chikha, parce que c'est un peu embrouillé dans ma tête, mais c'est voilà, Brahim Ben Aïcha, le roman. Donc je disais que c'est cette vie incroyablement difficile. C'est ces moments très très difficiles qu'a vécu notre communauté, forcée encore parce qu'on leur a spolié leurs terres, on les a forcés à aller travailler comme des esclaves en France. Ils vont vivre dans des bidonvilles, mais sauf que ces personnes-là... On se rappelle aussi des déportés. Oui, la Nouvelle-Calédonie, voilà. C'était bien avant, bien évidemment, ça c'est indéniablement sûr, c'est clair, avec la résistance du peuple algérien, et c'est une tradition. Mais ce qui s'est passé en France, c'était vraiment atroce, parce que, encore une fois, on est en 1961, le monde voulait terminer et en finir avec ces pratiques barbares, ces pratiques de la colonisation. C'était démodé d'ailleurs. C'était quelque chose de démodé, c'était quelque chose d'ignoble. Donc on les prend, on les considère comme des bêtes, et à cette prise de conscience, malgré, écoutez, la fatigue physique, la maladie, les stigmates, vous les voyez dans les visages, dans le film de Boualem Guerdjou, bien sûr, ces visages marqués par la séparation de leur famille, le déracinement de la terre, mais ils prennent le drapeau algérien, ils vont sortir, ils vont malheureusement être massacrés, comme vous le savez, par la police de Papan, ils vont les jeter même dans la Seine. Vous vous rappelez cette grande et dramatique et noire histoire de Fatima Bédar, la petite écolière qui a été jetée avec son sac à dos, qu'on trouve après avec son cartable. Je vais faire vite, parce que c'est important, je vais terminer en moins une minute. Je vais juste remercier deux personnes, à savoir... Mais on ne va pas terminer tout de suite, il y a l'extrait aussi à voir. Oui, mais je vais peut-être dire ça parce que j'ai peur d'oublier. C'est très important de remercier à la fois Monsieur Ahmed Bjaoui qui sera notre invité pour un cycle. Hein. Ça va être un cycle de 4 numéros, donc j'espère qu'on va le réussir avec le retour sur le cinéma et la guerre de libération. Et c'est très très sympathique et gentil et généreux de sa part de nous consacrer 4 semaines. C'est magnifique, c'est le rêve. On va replonger peut-être les téléspectateurs nostalgiques du Téléciné Club de 1969, passant par les années 70 et 80, de retrouver leur Monsieur Cinéma. C'est un honneur pour nous, c'est clair. Et je remercie Rachid Bouchareb, le producteur du film de Vivre au paradis de Guerdjou, de nous avoir accordé la diffusion sur Canal Algérie, parce que c'est quelqu'un de très passionné par l'histoire de l'Algérie, c'est quelqu'un de patriote, rappelez-vous, avec les films indigènes et hors-la-loi, il a bien sûr fait vaciller les nostalgiques de l'Algérie française et ces gens complètement bousillés par des idéologies de la droite. Et on va aller voir l'extrait tout de suite et on se retrouve juste après. Allez, on va voir l'extrait.
Et voilà, c'était donc un extrait qu'on verra donc demain dans votre émission exceptionnellement décalée pour demain. Parce qu'aujourd'hui, il y a le match, il faut voilà, aussi souhaiter bon courage au Vert. Il y aura aussi une émission débrief avec Riyad Belkhadim sur Canal Algérie juste après le match. Donc on a cédé la place au foot et c'est normal, c'est aussi une discipline très prisée, très prisée par les jeunes. Beaucoup de choses sur. Elle n'a pas de frontières, pas de langue, donc les gens s'aiment et c'est l'amour qu'on veut semer justement. C'est le sport fédérateur. Chez Canal Algérie, c'est le service public, bien évidemment, transmettre notre histoire et on est dans ce rôle, je l'espère, et être à la hauteur des attentes de nos amis qui nous regardent à travers le monde. Voilà, donc on rappelle que exceptionnellement, on n'aura pas Ciné Thématique ce soir, mais elle vous viendra demain à partir de 21h. Oui, j'espère. Oui. Voilà, à partir de 21h, et vous aurez comme invité Ahmed Bdjaoui. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'on a fait le tour. Voilà, je vous remercie encore une fois de me donner la possibilité de m'exprimer, de faire la promotion aussi de Ciné Thématique. Mais vous êtes chez vous. Qui fait partie de vous, bien évidemment. Ok, alors on se retrouve la semaine prochaine, Amir, donc pour une autre thématique. Bah oui, il y aura un film de Panigel, justement sur le 17 octobre, un autre film qu'on est en train de numériser dans la série donc de l'histoire, toujours, que vous avez consacré pour l'histoire à travers votre émission. Merci beaucoup, Amir. Bonne journée à vous. Et donc on rappelle que Ciné Thématique vous viendra demain exceptionnellement à partir de 21h. Ahmed Bdjaoui donc sera l'invité de Amir Nebbash. Alors si aujourd'hui il n'y aura pas Ciné Thématique, parce que tout simplement il y aura le match Algérie-Niger à partir de 20h. Mais pas sur Canal Algérie. Pas sur Canal Algérie, voilà, pas sur Canal Algérie. Canal Algérie, il y aura que le débrief. Très bien. Émission débrief. Donc le match se déroulera au niveau du stade Mustafa Tchaker à Blida. Voilà, et on continue. Et cette fois-ci, donc, ça va être. On va vous proposer cette belle balade à travers ces images en attendant de retrouver Kenzan Char pour la dernière station de cette matinée. Et voilà, donc on se retrouve cette fois-ci en compagnie de Kenzan Char pour parler un petit peu de l'actualité associative. Et Kenza est parmi nous. Bonjour Kenza. Bonjour Nour. Comment ça va? Super. Super. Alors aujourd'hui, tu es bien accompagnée, Kenza. Oui, très très bien accompagnée. La semaine passée, on avait parlé de l'impact des associations, le vrai impact des associations. Bon, beaucoup font de beaux efforts, mais où est l'impact durable? Et bien pour ça, nous avons accueilli Agir, donc l'association Agir, qui est représentée par Khaled Hossin et aussi Bouteina. Donc c'est deux membres qui sont très très actifs, ils ont fait de très... Agir, on l'a connu pour les activités environnementales, on l'a connu aussi dans la formation justement des associations, dans l'investissement. Plus dans l'environnement, effectivement, très connu, très réputé par leurs travaux sur l'environnement. Et surtout qui forment. Donc justement, voilà, je les laisse se présenter, nous présenter un petit peu toutes les activités que fait Agir actuellement, et aussi d'un autre bébé qu'ils ont, enfin bébé, ça fait 2020 quand même, qu'il existe. 2020, il n'a qu'un an. Mais il a fait tellement de belles choses que voilà, il a bien grandi en une année. Donc voilà, alors Khalid, s'il te plaît, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter d'abord qu'est-ce que Agir, depuis quand qu'elle existe, et un petit peu qu'est-ce qu'elle fait?
Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Marhaba Merci bikoum. Kenza. Bon, à ce qui concerne l'association Agir, donc on est une association, déjà le nom complet c'est l'association Agir pour l'épanouissement et le développement de la jeunesse. On y est créé en 2009 et puis, mais après on a commencé ça veut dire d'activer sur terrain en 2010 pratiquement parce que la première année on l'a consacré pour la formation dans notre équipe. Donc vous avez d'abord investi dans l'accompagnement de vos membres, de vos propres membres. Oui. Tout à fait. Ça avant de sortir sur terrain. Mais après, Agir, donc on s'axe généralement sur 3 axes fondamentaux, dont l'environnement, l'entrepreneuriat et la citoyenneté. Et après, on a intégré justement un nouveau axe qui est l'audiovisuel. Oui. Puis, on a fait plusieurs partenariats, plusieurs projets aussi. Donc, je vais parler de quelques projets à l'exemple de DRI, Développement Rural Inclusif, avec, en partenariat avec HI, Humanité et Inclusion. On a fait aussi, donc, on a lancé le réseau Algérien Eco, qui est un réseau national qui englobe 27 associations nationales, dont 27 wilayas différentes bien sûr, en collaboration et en partenariat avec la GI7, la corporation allemande. Et puis récemment, ça pour résumer, donc récemment on a lancé le projet Restart Algeria et là on est en train de le faire en ce moment. Vous êtes en pleine formation. En pleine formation, qui est la Restart Algeria. En fait, c'est un projet qu'on est en train de faire sur l'entrepreneuriat, sur le domaine entrepreneurial, où on est en train de former 200 jeunes dans ce domaine, dans 3 thématiques. Plus précisément, c'est les énergies renouvelables, la valorisation des territoires et l'agroalimentaire. On est en train de former ces 200 jeunes pour 3 phases. La première phase, c'est idéation. La deuxième phase, c'est... Idéation. Idéation d'idées. Que signifie idéation? En fait, idéation, ça vient de idée déjà. Donc, on va générer des idées entrepreneuriales, et ça veut dire les construire. Parce que toute idée n'est pas un projet entrepreneurial et tout projet n'est pas une entité économique. Ça, on doit le savoir. Donc, voilà. Donc, on est en train de structurer les idées, etc. Ça a été la première phase. On est passé. Et maintenant... Donc comment s'est faite la sélection des jeunes? Est-ce que c'est des jeunes qui avaient d'abord leurs idées de projet ou bien c'est des jeunes dont vous avez déjà l'habitude de collaborer avec? Comment s'est faite la sélection des jeunes? En fait, on a lancé un appel à candidature sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur les médias, ainsi de suite. Et puis, on a reçu des candidatures. C'est des jeunes en fait, engagés, qui aiment l'entrepreneuriat, qui aiment du bien pour leur pays. Et ils ont des idées dans ces 3 domaines. Donc, nous, on a des critères de sélection. On a sélectionné à la fin 200, comme j'ai dit. On les a formés ici sur Alger. Puis on est passé donc au TOT, Trainer of Trainers. Maintenant, on est en train de faire la formation de formateurs. Oui. Voilà. Donc, on est en train de former 50 coachs. De ces 200-là, on a sélectionné 50 qui ont le profil formateur. On est en train de les former. Pour que par la suite, ils accompagnent des projets? Ils accompagnent leurs collègues, en fait, les autres 150. D'accord. Donc concrètement, il va y avoir combien de projets qui vont sortir de cette formation? À la fin, on aura une quinzaine, une vingtaine généralement. Et ça veut dire projet fini, terminé. Donc, et on va les financer. D'accord. On va les financer et accompagner aussi. C'est très important. Ouais, c'est bien beau de voir des entreprises qui naissent, mais après, il faudrait surtout qu'ils existent et qu'ils puissent apporter du gain. Exactement. Et puis aussi, alors, dernièrement, j'ai assisté, alors la semaine passée, il y avait Excellence Camp, donc du club HEC, et par la suite, enfin, j'ai vu des jeunes qui portaient des t-shirts qui étaient écrits Nejma TV. Ils étaient en train de faire des interviews avec tous les participants, en train de couvrir tous les événements. Je les ai vus auparavant. Et là, justement, Nejma TV, quand je me suis renseignée, c'était justement un produit qui est né de justement l'association Agir. C'est pour leur 4e axe qui est l'audiovisuel. Et donc pour ça, Boutaina qui va un petit peu nous parler de ce qu'est Nejma TV et comment est née l'idée et qu'est-ce qu'elle fait, Nejma TV. Salut, je vous remercie une fois pour l'invitation. Bon, Nejma TV, c'est un projet à vocation associative tout à fait qui a été porté par l'association Agir en partenariat avec la chaîne nationale allemande Deutsche Welle. Donc la première phase était de sélectionner 5 participants de 5 différentes associations de 5 différentes wilayas. C'était Tizi Ouzou, Bouira, Bjaya, Maskar et Khenchla. Après, on s'est dit pourquoi pas officialiser.
Donc là, on s'est rapproché du ministère de Communication et en effet, on a eu notre agrément pour être la première chaîne web officielle en Algérie. Donc après... à vacation associative. Oui, à vacation associative, toujours. Très bien. Donc après, on a commencé la diffusion sur le site officiel www.jmetv.dz le 5 décembre 2020. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse et l'égalité des chances, des opportunités. Donc voilà. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Donc c'est quoi l'objectif concret de Nedjma TV? C'est de faire passer le message par les jeunes et pour les jeunes. D'accord. Donc là, on traite 5 thèmes sur la chaîne. C'est l'environnement, c'est sciences et techno, c'est art et loisirs, c'est sport et culture. Et la dernière, c'est quoi? L'entrepreneuriat. Donc, exemple, je suis une association qui est en train de nous regarder maintenant. Comment elle fait? Elle vous contacte directement sur votre page Facebook? Comment elle fait justement pour que vous veniez couvrir? Je rappelle que c'est gratuit, donc vous faites la couverture des événements des jeunes et des associations gratuitement, c'est ça? C'est ça. Donc, elle se dirige vers votre page Facebook, c'est ça? Au fila, donc ça se diffère. Donc, généralement, soit ils nous contactent vers nos community managers, comme Boutiana, elle est dans le community management, soit c'est nous qui s'approchent de l'association et pour avoir une fiche technique de l'événement, etc. Et on propose qu'on couvre cet événement. À l'exemple d'Excellence Camp, ils nous ont contactés. On a dit bien. Donc, tiens, c'est une activité de jeunes, c'est bien, étudiantine, alors on le couvre. Et d'ailleurs, on était le partenaire médiatique officiel de l'événement. Et vous allez même aller vers Nedjma Academy, justement, pour la formation des associations, des cadres associatifs dans ce domaine-là. Tout à fait. Au fait, ça, c'est dans nos projets futurs. C'est justement, on aimerait bien déjà avoir un coup de pouce côté financier, etc. Donc, vu que Nedjma TV est un nouveau bébé, comme vous avez dit, donc 2020, pardon, donc on n'a pas assez de moyens financiers. D'accord. Donc là, on est en train de travailler avec les moyens de bord. Et je rappelle que tout le staff technique et les journalistes, les JRI, travaillent bénévolement. Très bien. Ça, c'est un point très important. Mais on revient toujours à chaque fois, gestion même à 0 dinar, ils arrivent tout de même à créer leur propre et toujours de bons managers. Écoutez, on vous souhaite tout le succès et c'est très important le fait qu'il y a eu ce rapprochement avec le ministère de la communication pour qu'il y ait justement cet agrément-là, parce que justement, on le rappelle à chaque fois, pour qu'il y ait un réel impact justement de développement de la société, il est très important cette collaboration entre les associations, les autorités locales et puis aussi les bailleurs de fonds qui nous regardent justement pour surtout les citoyens aussi. Avec les citoyens et pour les citoyens justement. Voilà, merci beaucoup Kenza. Merci à toi donc d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à tes invités Khaled et Boutaina donc qui sont membres de l'association AGER. On vous souhaite une très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous rappelons cette nouvelle donc qui nous est tombée ce matin, donc la perte de bien entendu c'est le monde artistique aujourd'hui qui est touché, c'est le monde artistique qui est en deuil puisque nous avons perdu une icône de la musique algérienne, Rabah Dariassa, lui qui a fait un travail colossal pour la promotion donc de la musique bédouine, de la musique sahraoui, donc de la musique algérienne d'une manière générale, mais aussi pour tout le dévouement qu'il a fait envers les jeunes dans l'encadrement, dans le conseil. On se rappelle donc il a eu donc à être membre du jury donc dans plusieurs concours d'ailleurs pour encore une fois orienter les jeunes donc toutes nos condoléances à toute la famille artistique, à toute sa famille et à nous aussi donc qui avons perdu un pilier de la musique algérienne. Aussi on rappelle ce soir à partir de 20h le match donc qui va confronter l'Algérie au Niger et donc ça va se dérouler au niveau du stade Mustafa Tchaker de Blida. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous souhaite à tous une très agréable journée. On se retrouve dès demain à partir de 9h et on se quitte avec cette chanson de Dalia Salah qui a marqué tous les esprits, tous les esprits à Nadjazaïr.